cet après-midi, nous allons commencer par ce sont une série de portraits, donc des personnalités diverses qui ont un rapport avec l'Ifol ou la vallée de la Saunelle. Et donc, on va commencer par l'abbé de Beaufremont, seigneur de l'Ifol, un itinéraire court mais brillant dans l'histoire des duchés. Et donc, je demande à Antoine Delaveau de bien vouloir prendre la parole. Alors, je pense que le micro, ça va être celui-ci. Merci François, bonjour à tous. Je suis bien Antoine Delaveau qui va vous entretenir des l'abbé de Beaufremont. Je suis un ancien officier de l'armée de terre, j'habite Versailles et ma famille a longuement été installée dans la vallée du Mouzon du XVIe au XVIIIe siècle et y a contracté des alliances familiales par mariage, notamment avec les l'abbé de Beaufremont, ce qui m'amène aujourd'hui devant vous. Alors donc pendant 30 minutes environ, nous allons nous consacrer à la trajectoire très courte mais de premier plan d'une famille de la magistrature lorraine avec accointance française et nous allons nous concentrer sur quelques personnages et leur possession territoriale. Alors ce plan se voudrait un petit peu exhaustif, c'est très prétentieux, famille de premier plan mais très oubliée. Donc tout ce que je pourrais vous produire aujourd'hui, c'est une petite synthèse qui se voudrait à peu près complète pour aujourd'hui. D'autres feront mieux plus tard. C'est centré sur deux personnages principaux, uniquement les l'abbé de Beaufremont, non pas les l'abbé de Gousset, dont nous ne parlerons pas, faute de temps. Et c'est centré également sur leur seigneurie, dont l'Ifol, bien entendu. Alors, vous constaterez que trajectoire courte, oui, bien sûr, parce que faute de descendance, voilà le problème. Donc nous avons affaire à une famille qui apparaît de l'étranger, c'est-à-dire de Bohême, l'actuelle Tchéquie, origine incertaine, nous en reparlerons. Il y a uniquement 5 générations de l'abbé qui se terminent en l'abbé de Beaufremont par achat de seigneurie et on se concentrera non pas sur tout le monde, parce qu'il faut épargner le public quand même, on se concentrera sur un personnage absolument majeur qui est, par convention, le président Labbé, ambitieux, opportuniste. Claude François Labbé est un personnage clé de cette petite dynastie. Ensuite, nous verrons avec davantage d'aspect photogénique peut-être, son fils Charles-François Labbé, son fils aîné, dit le président de Beaufremont. Donc faisons bien la distinction, le président Labbé, le père, le président de Beaufremont, le fils. Voilà. Et nous ne détaillerons pas trop les autres personnages pour ne pas vous fatiguer. Alors, où en Lorraine ou dans la région Grand Est ont été implantés ces fameux Labbés? Alors on voit qu'au XVIIIe siècle, la carte est extrêmement complexe entre les territoires évêchois, barrois, lorrains. Nous dirons que les Labbés ont essaimé un peu dans toutes les directions, y compris, et ce n'est pas négligeable, à Paris. Et ça, c'est apparu à la faveur des recherches. Je remercie d'ailleurs Marie-Françoise Michel d'avoir éclairé ma lanterne considérablement. Merci beaucoup. Alors, il faut bien que cette dynastie commence quelque part avec un personnage, Jean Abt, qui vient de Bohême, de Tchéquie. Abt, ça veut dire l'abbé en allemand. Donc, il y a eu juste traduction. On ne connaît pas très bien ses origines, mais il accède à Nancy, à l'entourage du duc Charles III, au cours de la deuxième moitié du XVIe. Il est capitaine de la compagnie de garnison de Nancy. Il obtient d'autres postes à Nancy, lieutenant du gouvernement, et sa noblesse est reconnue par le duc Henri II. Et cette reconnaissance de noblesse fait de lui l'équivalent d'un anobli. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons, car il a son importance. Effectivement, la trajectoire des Labbés est une trajectoire
d'ascension sociale, vous allez le voir. Son fils accède grosso modo, il s'agit de François-Henri Labbé, son fils accède à des postes un peu équivalents. Prévôt de Nancy, ce n'est pas rien, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas non plus ce que connaîtront les générations d'après qui accéderont à des postes d'un niveau très supérieur. Voilà, donc il y a non pas achat de seigneurie, mais possession de seigneurie à Hussegné près d'Épinal par mariage, par la famille Tabouret. Notons-le, c'est une famille d'anoblis, donc ils ont le statut, c'est Labbé, de famille anoblie ou équivalente, contractant des mariages parmi des familles d'anoblis. C'est parfaitement logique, c'est standard pour l'époque. Alors, pour résumer, ces deux premières générations, on ne s'étendra pas dessus, des emplois tout à fait honorables, pas très loin de la famille ducale, dans la capitale, des origines non vraiment déterminées, ça c'est troublant. Les Labbé traîneront ça pendant toute leur trajectoire. Ils sont reconnus comme anoblis, ça génère évidemment une insatisfaction, ils espéraient mieux, ce n'est pas en adéquation avec leur ascension sociale qui aura lieu plus tard. Et les mariages sont tout à fait standards, je l'ai expliqué, au même niveau. Alors là arrive l'homme clé, celui par lequel tout va se faire. Cette famille Labbé, honorable, mais pas de premier plan, prend tout de suite une autre dimension avec le président Labbé, Claude-François Labbé, qui commence, on le voit, prévôt de Nancy, c'est un poste qu'avait déjà occupé son père, donc jusque-là, aucune surprise. Et en réalité, il contracte un mariage qui sera lourd de conséquences avec Marguerite Diez, qui est d'une famille de commerçants anoblis, avec un réseau commercial incroyable dans toute l'Europe et jusqu'aux Indes, et également un carnet d'adresses familiales à Paris. Donc en fait, c'est le mariage sur lequel la dynastie Labbé va prospérer pendant des décennies. Les postes s'enchaînent. Président de la Chambre des monnaies à Paris, c'est très surprenant pour une famille d'ici, une famille qui est implantée à Nancy. C'est tout à fait inexplicable, sauf par le mariage Diez. Conseiller au Parlement de Metz, nous voilà dans la rhétorique évéchoise, la logique qui accourt depuis 1552, et le réseau de la belle famille, le réseau des Diez, favorise une mission pour négocier la libération et solutionner la question de la captivité du duc Charles IV à Tolède. Charles IV avait effectivement déçu les Espagnols et a passé 5 ans en prison, très étroitement gardé. Donc voilà notre Claude-François Labbé, le président Labbé, qui devient un diplomate d'exception, avec une mission unique, faire libérer son duc, ce qui suppose un carnet d'adresses, de l'entre-gens, de l'ambition et beaucoup de savoir-faire. Enfin, il termine président de la Chambre des comptes de Lorraine et garde des Sceaux. Sa devise aurait pu être celle de Fouquet, jusqu'où ne monterai-je pas. Ça lui va très bien. Certainement, Claude-François Labbé a joué à la fois sur Paris et Nancy, ce qui faisait de lui un homme, un diplomate, un négociateur avec beaucoup de possibilités et de potentiel. Il n'a donc certainement pas été choisi au hasard. Il disposait d'appuis français et lorrains. Nous allons voir un peu plus lesquels. Alors voilà notre président Labbé, qui est effectivement président à la Cour des monnaies. Vous trouverez ses armoiries en bas avec la flèche rouge. Remarquons d'ailleurs qu'il y a les mêmes ici. Ce sont celles de Liffol-le-Grand. Il n'y a pas de hasard non plus. Et au milieu du XVIIe siècle, il est donc président à la Cour et en devient magistrat honoraire en fin de parcours. Nous allons voir à quel réseau personnel cela correspond.
Néanmoins, il habite Nancy déjà, place de la Carrière, dans ce qui est l'hôtel L'Abbé, aujourd'hui aux Guerriers de Dumas, je crois. Et il se partage manifestement entre Paris et Nancy, ayant séjourné à Paris lors des périodes troublées que la Lorraine a connues. Et de toute façon, il y avait beaucoup d'accointances familiales. Voilà. Son fils, le président de Beauffremont, conservera cet hôtel et n'aura qu'à traverser la place pour se rendre à la Chambre des comptes. Maintenant, nous avons parlé du personnage principal, celui par lequel cette famille a connu un destin de premier plan. Nous allons, avant de reprendre les personnages, nous attarder sur l'implantation territoriale et les fiefs des Labbé. Alors au début, ça commence de façon non somptuaire, n'est-ce pas, à Épinal, Bussenier, qui est la première acquisition des Labbé par mariage sur le sol lorrain. Après, la Neuvelotte, vous voyez ici des photos de la Neuvelotte, donc aux environs de Nancy, et différentes seigneuries qui ne sont pas de tout premier plan, disons-le. Avec l'achat de Beauffremont, c'est toujours Claude François, l'homme clé, qui procède à cet achat, là, on passe tout à fait à une autre dimension. C'est-à-dire que la baronnie de Beauffremont est très mal en point dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Très ruinée, très endettée, elle est partagée en deux parties, ce qui est relativement courant. Et Claude François Labbé réussit à racheter la partie des Torniels et s'intitule Monsieur Labbé de Beauffremont. C'est donc le premier des porteurs du nom de Beauffremont. Il n'y a aucun rapport entre les Labbé de Beauffremont et les ducs de Beauffremont, qui ont pourtant tiré leur nom du même château et de la même seigneurie. Sous l'Ancien Régime, à partir du moment où on était possesseur de la seigneurie, on pouvait porter le nom aussi. Je prendrai l'exemple de Corny-sur-Moselle, une même seigneurie, 3 familles Corny entièrement différentes, dont celle des Héré. Voilà. Alors, au début, les Labbé de Beauffremont ne savent pas très bien comment gérer la titulature. Ils sont comtes de Beauffremont, puis tout d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont barons de Beauffremont. En fait, ce n'est pas tout à fait pareil. Pendant ce temps-là, la noblesse ancienne observe, et nous allons en reparler. Alors voici à peu près sur la carte des Naudins le château que les Labbé de Beauffremont ont dû connaître, qui est extrêmement dégradé aujourd'hui et qui a pris plus l'allure d'une ruine médiévale que d'autre chose. Voilà. Et il y a l'achat, enfin, ce n'est pas un achat, c'est toujours une stratégie de mariage. Les Labbé deviennent seigneurs de Liffol-le-Grand. Là, c'est assez complexe. Vous avez ici la succession de différentes familles seigneurs de Liffol-le-Grand qui sont des seigneurs engagistes. C'est-à-dire que le fief appartient en réalité à la famille ducale, qui l'engage auprès de différentes familles de façon très continue dans le temps, avec possibilité de rachat moyennant environ 30 à 40 000 francs lorrains. Ce rachat n'a pas lieu. Et les familles se succèdent. La seigneurie de Liffol parvient au Labbé par un processus complexe qui m'a été fort bien expliqué. Processus très complexe, ça vient des Salais, qui sont une autre famille de marchands lorrains, fort connus, qui étaient déjà seigneurs engagistes de Liffol en 1660. Après, par succession familiale, que je ne détaillerai pas devant vous, parce que c'est compliqué, eh bien, ça passe aux Diez, les fameux Diez, autres familles de commerçants, bien implantées à Paris. Vous vous souvenez, j'en ai parlé tout à l'heure. Et ça va passer aux Labbé
puis aux Luigné qui sont parents de ma famille, et enfin aux Brunet de Neuilly qui seront saisis à la Révolution. Alors pour vous donner une idée de la complexité de la succession Sallet dont Lifolle-le-Grand faisait partie, vous voyez ici dans le cercle gris l'ensemble des héritiers avec leurs armoiries. Toute une partie des héritiers étaient déjà décédés, donc on avait plutôt affaire aux enfants. Et Claude-François Labbé, ce prédateur foncier, n'est-ce pas, rachète les parts des enfants qui se trouvent héritiers de leurs parents défunts. Et évidemment, c'est assez complexe. Il fait un peu figure de poids lourd dans cet ensemble d'héritiers. L'atmosphère est un petit peu lourde, mais il arrive à ses fins et il parvient à racheter Lifolle. Et c'est l'occasion d'évoquer le réseau parisien qui est lié à la famille Diez, famille commerçante. Alors il faut bien voir qu'à l'époque, les banques étaient peu fréquentes et que le commerce se faisait avec un réseau relationnel d'autres marchands fiables, car on ne s'intéresse qu'aux marchands fiables, qui prêtent de l'argent et endossent des billets à ordre. On se fait confiance, on se connaît, et si jamais l'un faillit, sa réputation est totalement perdue. Donc ce sont des réseaux commerciaux qui finissent souvent en réseaux familiaux, car on finit par marier sa fille avec le fils, etc., etc. Alors c'est comme ça que les Diez à Paris se trouvent parents des Potet, qui sont des gens assez importants et remarquables. Donc vous voyez les armoiries ici et sur ce jeton, exactement là. Alors ces Potet, c'était des maîtres des requêtes et des conseillers du roi. Donc vous voyez qu'à Paris, on est très bien introduit dans la magistrature parisienne, qui a toujours été une pépinière de hauts fonctionnaires et de ministres. Ces maîtres des requêtes travaillent avec le chancelier de France et constituent un véritable vivier. Il y a des jetons parce qu'en fait, ils servaient par quartier. Ils ne servaient pas toute l'année. Ils étaient en équipe. Le jeton présente les maîtres des requêtes qui ont servi ensemble pendant un quartier donné. C'est un souvenir. Alors de quoi se composait la seigneurie de Lifolle et de Villouxel, puisque c'était joint? Il y a évidemment beaucoup de droits à percevoir, recettes, amendes, redevances, droits de bourgeoisie, etc. On est dans le classique. Le rachat ducal est toujours possible, il n'intervient jamais. Il y a des signes de justice, des lieux de justice, et on s'aperçoit que les Salets ont un peu tendance à pressurer et à forcer sur les amendes et les redevances, ce qui suscite de la procédure. Cette planche vous montre qu'en fait la seigneurie de Lifolle et Villouxel passe de Labbé en Labbé, et ça tourne dans la famille. Simon Melchior Labbé de Coussay, Jeanne Labbé, marquise de Choiseul, Charles-François Labbé de Beauffremont. On ne sort pas de la famille pendant un bon moment, ce qui est complètement classique aussi. Alors, après ce petit développement sur Lifolle, nous allons passer au fils qui n'est pas le président Labbé, mais qui est le président de Beauffremont, ayant pris le nom de la terre de Beauffremont, dont il possède la moitié, et que son père lui a laissé, car il était le fils aîné. Il devient donc seigneur de Lifolle, et il fait ériger Lifolle en comté de Morvilliers, c'est-à-dire que Lifolle perd son nom et devient le village de Morvilliers pendant quelque temps. Alors ça s'explique du fait que le président de Beauffremont avait contracté un mariage avec une jeune fille des Hauts-de-France qui était bien titrée sur place, mais que c'était trop loin et qu'ils avaient finalement tout vendu et qu'il fallait trouver un titre de substitution pour conserver des apparences. Donc le comté de Morvilliers est entièrement
monté de toutes pièces sur l'Ifol-le-Grand, qui sert de support, en fait. Le président, très entreprenant, le président de Beauffremont, monte un haut fourneau à Villuxelles, auquel sont rattachés des mines et, naturellement, des bois pour alimenter le fourneau. Enfin, le temps passe, la dynastie se développe quelques générations. On arrive à la fin du XVIIIe siècle avec une rupture. Il ne s'agit plus de magistrature, mais le dernier des l'abbé est militaire et toujours seigneur de l'Ifol. Il finit par vendre en 1763 aux Saguiers de Ligné, qui sont des magistrats originaires d'Angers, parents de ma famille, et c'est vendu à un prix considérable, 560 000 livres. Ce sont des gens qui résident à Nancy, nullement à l'Ifol. Le seigneur engagiste de l'Ifol n'est pas résident du tout. Alors, le président de Beauffremont, il faut aborder un peu le sujet quand même, est un magistrat qui est au service de la Lorraine et du duc Léopold. Voilà un peu les étapes de sa carrière. Donc, il est conseiller au Parlement de Metz et il épouse donc une fille de ma famille qui s'appelle Marie-Charlotte de Lavaux. On va reparler de ce mariage qui a lieu en 1693. Et peu de temps après, il est président à la Chambre des comptes de Lorraine. Tout ça a lieu pendant... les l'abbé de Beauffremont prospèrent pas mal au moment de la présence française, de l'occupation française de la Lorraine, il faut le remarquer. La terre de Beauffremont est achetée dans ces conditions-là. Ça n'aurait peut-être pas eu lieu sinon. Et au moment où le duc Léopold revient dans ses états, les l'abbé de Beauffremont ont bien profité de l'occupation française, probablement. Il est conseiller d'État, membre du Conseil des finances. Il est couramment appelé donc le président de Beauffremont dans les correspondances des contemporains. Et là réapparaît l'affaire de la reconnaissance de noblesse du début du XVIIe siècle, qui constitue un urticant pour cette famille. Car les l'abbé de Beauffremont sont juridiquement considérés comme des anoblis et ne veulent pas de cette étiquette. Donc le président de Beauffremont profite de son entre-gens et de sa présence forte auprès du duc Léopold pour obtenir une révision et une reconnaissance de noblesse, encore dont le contenu est imprécis aujourd'hui, et il se fait reconnaître comme noble de race, avec des titres qui n'ont pas pu être vérifiés, qui ont été vérifiés à l'époque, mais qui ne sont pas cités dans la reconnaissance de noblesse, ce qui attire l'attention. Il termine sa carrière en quittant la Chambre des comptes en 1720 et décède en 1740. C'est donc un personnage fort important, comme son père. Alors, quid du mariage contracté par le président de Beauffremont? En fait, avec son statut d'anobli, compte tenu des états de service de son père, d'avoir misé, son père qui avait misé à la fois sur la présence française et sur la Lorraine, eh bien, il y a une progression sociale de cette famille qui est remarquable. Et finalement, le mariage de 1693 permet au premier l'abbé d'accéder à des familles de la chevalerie qui sont beaucoup plus établies et beaucoup plus anciennes que les familles d'anoblis. Et aujourd'hui, ça peut peut-être sembler oiseux ou secondaire, mais dans la psychologie de l'époque et la sociologie de cette époque-là, c'est un fait assez important. Donc le mariage l'abbé-Lavaux est le premier mariage de ces l'abbé en pleine ascension sociale avec des familles beaucoup plus anciennes et établies en Lorraine. On peut se demander ce que vaut la reconnaissance de noblesse de 1712 compte tenu de l'absence de véritables preuves citées dans son contenu.
Tout ça est la suite logique de l'ascension sociale des Labbés, qui est elle-même la résultante du mariage dièse du siècle précédent, qui est vraiment un tournant. Alors, qu'est le président Labbé à la cour de Lunéville? Eh bien, il est tout ce que vous voyez. Il occupe des emplois de premier plan, il rend très fréquemment visite au duc Léopold, et il est un entrepreneur de forge et participe au chantier de construction du château. Ces citations de correspondance vous montrent quel est l'entre-gens et l'influence du président à la cour, dont il ne fait pas partie, mais il est un indispensable de la cour. Voilà, le président qui a des relations partout, le président qui vient, le président qui parle au duc à chaque fois qu'il visite Lunéville. Effectivement, vous voyez ici les postes occupés par les Labbés. Les deux personnages qui nous intéressent, le président Labbé ici a joué sur les deux tableaux la France et la Lorraine, et le président de Beauffremont s'est contenté de la Lorraine. Alors, nous allons très rapidement montrer quelle était la terre principale des Labbés à Vrécourt, où ils résidaient. C'était leur terre, leur maison de campagne. Donc, dans la vallée du Mouzon, qui est parvenue aux Labbés par le mariage Labbé-Lavaux de 1693. Et voilà le château qui était fort important, tel qu'il pouvait exister. Il est détruit aujourd'hui. C'est un château considérable qui pouvait loger 40 maîtres avec leur suite. Voilà une reconstitution des appartements qui est extrêmement probable d'après des inventaires et des archives. Donc le président Labbé de Beauffremont logeait dans la partie gauche appartement des maîtres et bibliothèque. Voilà. Il y avait également un parterre fort important qui s'étendait sur la moitié de la longueur du village. Voilà le site tel qu'il existe aujourd'hui, très dégradé. Néanmoins, beaucoup de parties sont reconnaissables. Même chose vue du côté de l'église, autour de laquelle des fondations pieuses et d'autres entreprises des Labbés ont été installées et développées. Les décors intérieurs, il en reste un certain nombre de lambeaux, de souvenirs. Voilà une tapisserie Labbé-Lavaux à partir de 1693 de Bruxelles, qui a été customisée et adaptée en insérant des armoiries dans la partie supérieure, et elle a certainement été à l'hôtel Labbé de Nancy ou au château de Vrécourt. Voici des vues intérieures de certaines parties subsistantes du château de Vrécourt, décor typique de l'époque du duc Léopold, avec des espagnolettes, la petite dame qui est au-dessus de la glace, tout ça vers 1720 environ. Voilà des lambeaux des restes lapidaires du château qui ont été récupérés dans d'autres bâtiments à Vrécourt et environ. Voilà. Ça, ce sont les bustes répertoriés qui étaient dans le parterre. Nous allons accélérer. Les vases et les statues restants qui ont été extrêmement dégradés à la Révolution. Et la chapelle et le monument funéraire des Labbés dans l'église de Vrécourt, qui sont des monuments uniques en Lorraine et qui ont déjà fait l'objet de plusieurs études. Avec les armoiries de la famille Labbé, de la famille Dièse, et de bien d'autres. Voilà, nous allons passer plusieurs diapos, de façon à ne pas prendre trop de temps. Donc, le président Labbé de Beauffremont s'était constitué une chapelle funéraire seigneuriale et de très grand style et quasiment unique en Lorraine. Voilà. Il a également fondé une forge dont les restes sont visibles à Vrécourt et qui a été très très active avec un seul haut fourneau. Les productions de cette forge sont encore visibles aujourd'hui
chez différents particuliers. Et là, il s'agit de tacs aux armes l'abbé Lavaux qui ont été récupérés du château de Vrécourt, où sont toujours en place. Alors, pour terminer, il faut reconnaître que l'ascension soudaine des Labbés a suscité des oppositions, notamment chez les Lavaux, avec des suppliques pour des titres qui ont été utilisés indûment par les Labbés, baron de Vrécourt par exemple, et également une grande aigreur des ducs de Beauffremont sur des faits analogues avec le nom et le titre de Beauffremont. Voilà. Alors, finalement, c'est une dynastie qui va disparaître avec un fils unique, Claude-Antoine Labbé, un fils unique qui est celui du président l'abbé de Beauffremont, lequel n'aura pas de descendant mâle porteur du nom. Donc on voit que les Labbés de Beauffremont se fondent dans différentes familles, dont les Spada, les Croix-Mare, dont les noms sont bien connus en Lorraine. Voilà, le dernier, l'abbé de Beauffremont, c'est lui, et il n'aura donc pas de descendance mâle ayant de Wari elle-même. Voilà. Pour terminer, on s'aperçoit que les origines de cette lignée sont incertaines, que le parcours est extrêmement brillant, basé sur des ambitions, des talents, de l'entre-gens, je dirais même beaucoup d'arrivisme, bien entendu, je pense au président Labbé. Donc il y a une ascension sociale absolument remarquable, un esprit d'entreprise, des allégeances un petit peu opportunistes, France et Lorraine à la fois, parfois, et une grande proximité avec le pouvoir. Et tout ça va s'étioler avec la descendance du président l'abbé de Beauffremont, qui finit par disparaître, étant peu prolifique. Je vous remercie.